Elle leva les yeux vers le ciel gris avant de replacer calmement la crosse contre son épaule. Le vent du désert siffla à travers la vallée, traînant avec lui cette odeur de sable et de métal brûlé. 15 tireurs avaient échoué avant elle. « Des snipers ici ?» lança l'officier de tir, la voix saturée de lassitude. Un rire nerveux parcourut la ligne de tir. Puis la fille en jean délavé se leva sans un mot. Le silence tomba aussitôt. Même le vent sembla s'arrêter. C'est ici que tout commence. Si vous entendez cette histoire, dites-moi d'où vous la regardez. Certains tiraient pour gagner, d'autres pour survivre. Elle tirait pour se souvenir. Lena Hart marchait lentement sur la dalle de béton. Sa démarche souple et assurée, comme quelqu'un qui a appris à bouger sans gaspiller un geste. Les bottes usées, la peau marquée de poussière, elle ressemblait plus à une ouvrière de ranch qu'à une tireuse d'élite. Pourtant, ceux qui l'observaient sentirent quelque chose. Une précision dans ses gestes, une économie de mouvement qu'on ne voyait que chez ceux qui avaient connu le feu réel. Le responsable du stand, Frank Dalton, l'a reconnue aussitôt. « Lena, qu'est-ce que tu fais ? Vous vouliez un sniper, non ?» répondit-elle simplement. Les autres tireurs échangèrent des regards étonnés. Ethan Cole, le jeune au fusil dernier cri, ricana. « Sérieusement ? On parle d'un tir à plus de 2 miles, madame. Vous voulez que je règle la lunette pour vous ? » ?»« Non, merci, » dit-elle. « J'ai appris à régler la mienne il y a longtemps. » Elle posa son sac sur la table, en sortit un vieux Remington 700 à la crosse polie, hérité de son grand-père. Pas de camouflage, pas d'accessoires électroniques, juste le bois, le métal et une sangle en cuir usée par le temps. Le contraste avec les carabines modernes alignées autour d'elle était saisissant. Lena prit son temps. Elle nettoya le canon avec un chiffon, ajusta le bipied, vérifia la lunette, des gestes lents, précis, mesurés. Ceux d'une personne qui ne cherche pas à impressionner, mais à se concentrer. Autour d'elle, les voix se faisaient à plus basse. Le vent soufflait par rafales irrégulières, entre 12 et 15 mph, nord-ouest. L'air piquait les lèvres, faisait trembler les drapeaux rouges qui marquèrent les distances. À 1800 mètres, la chaleur déformait déjà les lignes du terrain. Plus loin, les montagnes fermaient à l'horizon, immobiles et froides. « Tu veux vraiment tirer ?» demanda Frank, cherchant à s'assurer qu'elle ne faisait pas ça pour prouver quelque chose. « Non, je veux juste tirer juste, » répondit-elle. Cette phrase, anodine pour les autres, résonna étrangement dans le silence. Elle ajusta la lunette, inspira lentement et laissa son regard se perdre vers la crête invisible. Ethan Cole ne put s'empêcher d'ajouter, moqueur, « Vous savez au moins calculer la dérive à cette distance ?» Lena ne répondit pas. Ses yeux suivirent la poussière soulevée par les rafales, le mouvement de l'herbe sèche, la vibration à peine perceptible des mirages de chaleur. Son corps entier semblait écouter le vent. « Vent nord-ouest 12 nœuds », annonça calmement le docteur Samuel Hayes, assis derrière la longue-vue. « Il y a une poche thermique à gauche du vallon. »« Reçu, » répondit-elle. Elle glissa une cartouche dans la chambre, abaissa doucement le verrou et posa la joue contre la crosse. Sa respiration ralentit. 1, 2, 3 secondes. Tout se rétrécit autour d'elle, le bruit, la foule, le froid. Seul restait le souffle du vent contre sa peau. Son doigt trouva la détente. Le tir partit. Le recul fit vibrer le sol sous ses bottes. L'écho roula jusqu'aux montagnes, rebondissant comme un tonnerre sec. Le silence tomba à nouveau. 3 secondes passèrent, puis 4. Quelqu'un retint sa respiration. On entendit un claquement métallique à travers la radio du poste de contrôle. « Impact !» cria la voix de Frank. Cône touché, à droite de la crête. Le cri souleva un mélange d'incrédulité et d'excitation. Les spectateurs applaudissaient, certains filmaient déjà. Ethan resta figé, bouche ouverte. Lena, elle, ne bougea pas. Elle regardait encore par la lunette, observant la poussière soulevée par l'impact, calculant mentalement la trajectoire, la dérive, la chute. Elle retira lentement son casque anti-bruit. « Correction de 0,4 milles vers la gauche », murmura-t-elle, comme si elle parlait à elle-même. Puis, calmement, elle remit une cartouche. Le deuxième tir partit, plus sec, plus précis. Et cette fois, il n'y eut aucun délai avant que la voix de Frank grésille dans la radio. Plein centre, cible effacée, le stand entier resta muet. Le vent seul reprit sa course entre les buts. Lena se redressa, verrouilla le fusil et rangea le chargeur.
Ça suffira, dit-elle. Son ton n'avait rien de triomphal, elle ne souriait pas. Elle semblait même triste, comme si chaque coup avait coûté quelque chose. Ace s'approcha, posa une main sur son épaule. « Tu devrais peut-être souffler un peu. »« Je souffle, » répondit-elle. « Je le fais juste différemment. » Ethan, toujours figé, lâcha enfin. « C'était quoi ça? De la chance ?» Lena se tourna vers lui, sans colère. « Non. De la mémoire. » Elle rangea son fusil, remit sa casquette et s'éloigna sous le vent du désert. La foule s'écarta pour la laisser passer, comme on s'écarte d'un feu qu'on ne comprend pas. Le lendemain, le désert s'éveilla lentement, sous une lumière pâle. Le vent de la veille s'était calmé, laissant dans l'air cette odeur de poussière chauffée par le soleil et de poudre séchée. La route 68 serpentait entre des collines couleur rouille. Sur la bande d'asphalte, un vieux pick-up bleu soulevait un nuage clair. C'était celui de Lena Hart. Chaque mercredi, depuis 8 mois, elle faisait la même route, sans musique, sans radio. Juste le ronron du moteur et le grincement des vitres, comme un cœur qui bat encore, mais avec prudence. Elle arrivait toujours avant tout le monde, parfois même avant que Frank n'ouvre le portail du Red Rock Range. L'habitude, la ponctualité d'un soldat qu'elle n'admettait plus être. Frank, une barbe grise et une casquette usée marquée USMC, Desert Storm, l'attendait souvent avec un café tiède et un sourire sincère. « Tu dors un peu, des fois ?» demanda-t-il, en lui tendant le gobelet. « Quand la tête veut bien, » répondit-elle, les mercredis étaient à elle, le seul jour où elle pouvait redevenir silencieuse sans que personne ne pose de questions. Elle installait sa cible, nettoyait son fusil, ajustait sa respiration. 3 heures d'un rituel immuable, presque religieux. Le tir n'était pas un sport, c'était une forme de prière. La plaine autour du stand s'étendait à perte de vue, des kilomètres d'herbes sèches, de cactus maigres et de falaises ocres. Le bruit des balles se perdait dans le vent comme des éclats de mémoire qu'on n'arrive pas à oublier. Frank l'observait souvent de loin, sans intervenir. Il connaissait ce regard, celui qu'on garde après avoir vu trop de choses qu'on ne raconte plus. « Elle a un bon œil », avait-il dit un jour à sa femme Carole. « Pas juste la technique, le truc que t'as ou pas. »« Et ce truc, » murmura Carole, « c'est quoi ?»« La peur, » répondit-il, « mais bien tenu. » Vers 9 heures, un 4x4 rutilant fit son entrée sur le parking. 4 jeunes hommes descendirent, bruyants, sur 2. Les types de l'université du comté. Ethan Cole en tête, lunettes de soleil, veste de tir flambant neuve. Ils transportaient des caisses pleines d'armes dernier cri. Un Barrett Coin 50, un M2010, un fusil de précision allemand qui sentait encore l'huile de fabrication. « Allez les gars, on règle ça en moins d'1 heure. » fanfaronna Ethan. « Je vais montrer à ces cow-boys comment on tire à milliards. » Son rire résonna dans la plaine. Lena, à la ligne 20, leva brièvement les yeux, puis reprit son geste, impassible. Les étudiants la remarquèrent. « T'as vu la fille au fond ?» chuchota Zach Turner, le plus jeune. « Ouais !» répondit Ethan avec un sourire narquois. « Peut-être qu'elle vient chercher des selfies avec les pros. » Ils rirent. Un rire léger, inoffensif en apparence, mais qui piqua quelque chose en elle. Elle n'y prêta pas attention. Elle avait appris à ne pas rendre les coups qu'on ne mérite pas. Frank passa près d'eux. « Faites gaffe à vos munitions, les gars. Le vent tourne toutes les 20 minutes. »« On gère, papy, » lança Ethan. Frank ne répondit pas. Lena installa sa lunette, observa la lumière, nota mentalement la dérive. Elle ne tirait jamais 2 fois de la même façon. Chaque matin avait sa respiration. 1 heure passa. Les jeunes tiraient, juraient, riaient. À chaque échec, leur voix montait d'un ton. Lena, elle, ne parlait pas. Le bruit de son fusil était régulier, presque apaisant. Frank comptait les impacts à distance, tous groupés. À midi, Carole sortit du petit bureau vitré avec une boîte de biscuits et du café. « Tu veux faire une pause, chérie ?»« Pas encore. 2 séries de plus, » répondit Lena sans détourner les yeux de la lunette. Carole observa ses mains. Elles tremblaient légèrement entre chaque rechargement. Pas de fatigue, autre chose. Un contrôle de tension, une lutte silencieuse. Un nuage passa, couvrant le soleil. Les silhouettes sur le pas de tir prirent des teintes d'acier. Ethan tira encore. Raté. « Bordel, ce vent est irrégulier, je vous dis, » cria-t-il. Ryan, son ami nerveux, ajusta sa lunette. « Peut-être que t'es juste pas stable. »« Tais-toi, Ray, je sais tirer, moi. » Frank, adossé au mur, croisa le regard de Lena.
Elle esquissa un demi-sourire imperceptible, le genre de sourire qu'on adresse à quelqu'un qui comprend sans parler. Peu après, la vieille radio du bureau grésilla. Un bulletin météo annonçait des rafales à 15 miles à l'heure et des températures en chute. Condition idéale pour séparer les tireurs des bavards, marmonna Frank. Ethan continua d'accumuler les échecs. 15 tentatives plus tard, il n'avait toujours pas atteint la cible. Son ego s'effritait sous les rires étouffés du public. Et c'est à ce moment-là que Frank, excédé, lança dans le haut-parleur « Des snipers ici, parce qu'apparemment, personne n'arrive à toucher une grange. » Les mots se perdirent dans le vent, mais pas pour Lena. Elle posa calmement sa tasse de café, se leva et s'avança vers la ligne. Tout ce qu'elle avait fui revenait à la surface, dissimulé derrière son calme parfait. L'après-midi s'étira, plus chaud que prévu. L'air vibrait au-dessus du sable, diluant les silhouettes, effaçant les repères. Lena essuyait la sueur sur sa tempe, rechargeant calmement, balle après balle, comme on remonte une montre. Chaque tir était un battement de cœur qu'elle reprenait en main. Ses gestes n'étaient pas mécaniques, ils étaient mesurés, précis, presque rituels. Un observateur aurait pu y voir de la froideur, Frank y voyait de la survie. Il connaissait ce rythme particulier des gens revenus d'ailleurs, une cadence entre fatigue et vigilance. Les autres tireurs, eux, s'agitaient. Ethan pestait toujours. Ryan cherchait le bon angle, Zach faisait des vidéos pour les réseaux. Leurs rires y coupaient parfois la tension du champ de tir, mais leur insouciance sonnait creuse. Lena ne les jugeait pas. Elle savait seulement que certains n'avaient jamais entendu une balle passer trop près. À 13h30, une vieille camionnette poussiéreuse se gara près du portail. Un homme en descendit, grand, mince, cheveux gris, tirant sur le blanc, lunettes rondes et regard clair. Dr Samuel Hayes, l'ancien colonel devenu thérapeute de campagne, il venait souvent ici le mercredi, pas pour tirer, mais pour observer. Frank le salua d'un geste. « T'es en avance, Sam. »« Je sais. Je voulais voir comment elle s'en sort aujourd'hui. » Hayes traversa la ligne de tir, salua Lena d'un signe de tête. Elle ne leva pas les yeux tout de suite. Elle venait d'expirer lentement, doigts posés sur la détente. Le tir partit. Impact parfait à 900 yards. Alors seulement, elle le regarda. « Bonjour, docteur. »« Comment ça va, Lena ?»« Mieux que la semaine dernière. » Il hocha la tête. Ce « mieux » voulait dire moins de cauchemars, moins de réveils en sursaut, un peu plus de respiration. Le tir était son traitement. Ce que d'autres trouvaient dangereux, elle y trouvait du silence. « Tu t'es tenu à ton programme ?» demanda Ace. « Oui, pas de café après 18h, pas d'écran avant minuit. » « Et les exercices de respiration ?» Seulement avant le tir. Hayes esquissa un sourire. C'est déjà ça. Il observa sa posture, la façon dont elle alignait la crosse à la clavicule, la tension dans ses épaules. Chez Lena, tout parlait de discipline et de contrôle. Mais il voyait aussi ce qu'elle dissimulait, le tremblement léger, presque imperceptible, après chaque coup. Le corps se souvenait avant l'esprit. « Tu as encore mal ici ?» demanda-t-il en désignant son épaule droite. Elle haussa légèrement les épaules. « C'est rien. De l'ancienne vie ?» Il insista. « Ce n'est pas rien, Lena. Les muscles gardent ce que la mémoire veut oublier. » Elle resta un moment silencieuse, les yeux perdus sur la ligne de tir. Le vent se leva, emportant un nuage de sable qui fit plisser les paupières à tout le monde. « Là-bas, dit-elle enfin, on n'avait pas le droit à l'erreur. Une balle, une respiration mal dosée, et quelqu'un ne rentrait pas. Ici, c'est différent. Ici, quand je tire, personne ne meurt. » Hayes baissa la tête. Mais le corps ne fait pas la différence. Il se souvient du rythme, de la peur. Il faut lui apprendre à respirer autrement. Lena acquiesça, sans répondre. Elle rechargea. Plus loin, Ethan, qui les observait du coin de l'œil, s'écria « Bordel, c'est quoi ce vent ? Ma lunette s'est déréglée. » Il tapa du poing sur la table, déclenchant un sursaut général. Frank soupira. « Ce n'est pas la lunette, fiston, c'est toi qui trembles. »« Quoi ?» protesta Ethan. « Je sais tirer, moi. » Lena posa calmement son fusil et le regarda. « Alors prouve-le, » dit-elle d'une voix neutre. Le défi n'avait rien d'arrogant. C'était une invitation à se taire et à écouter. Ethan serra la mâchoire, tira, rata encore. La balle se perdit loin derrière la cible. Le rire de ses amis mourut dans le vent. Frank fit un pas vers lui. « Repose-toi un peu, Cole.
Quand on tire en colère, on ne touche jamais rien. Ethan balaya la remarque d'un geste. « Je suis pas en colère. » Mais tout en lui tremblait, les épaules, la main, la voix. Léna le regarda sans animosité. Elle savait ce que c'était, la colère qui masque la peur de ne pas être à la hauteur. « Respire, dit-elle doucement. « Quoi ? » ?»« Respire. Pas pour tirer, pour écouter. » Il ne comprit pas. Elle, si. Un coup de tonnerre roula au loin. Le ciel se couvrit lentement. L'air devint plus lourd. Les ombres s'allongèrent. Hayes suivit du regard Léna, observant comment chaque tir semblait la ramener un peu plus dans son corps, comme une rééducation. « Tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu continues ?» demanda-t-il. « Si j'arrête, répondit-elle, je redeviens celle que j'étais là-bas. » Ces mots tombèrent avec le poids d'une vérité simple et terrible. Au fond du stand, Carole sortit sur le perron, inquiète du tonnerre. « Le temps tourne, Frank. »« Ouais. Et les humeurs aussi, » grogna-t-il. Les premiers éclairs zébrèrent le ciel. L'air sentait la pluie. Ace rangea sa lunette. « On fera le point la semaine prochaine. Essaie de noter ce que tu ressens après chaque série. » « Noter ? » ?»« Écrire, Léna. Pas pour moi. Pour toi. » Elle hocha la tête, hésitante. Quand il partit, la pluie commença à tomber, fine, tiède. Les gouttes frappaient les douilles vides sur la table comme un métronome lent. Léna resta seule, le fusil posé, les bras croisés. La douleur dans son épaule s'était réveillée. Elle se souvenait d'un autre ciel, d'un autre bruit de métal, de cris étouffés dans un casque radio. Mais ici, personne ne criait. Juste le tonnerre qui grondait et la voix lointaine de Frank. « Rangez vos affaires, les gars, on ferme avant l'orage. » Léna ramassa les douilles une à une. Chaque morceau de laiton brillait comme un souvenir qu'on n'arrive pas à jeter. Quand elle sortit, le vent charriait déjà l'odeur de la terre mouillée. La guerre, pensa-t-elle, n'était pas derrière elle. Elle s'était juste installée dans ses épaules. Le lendemain matin, l'orage avait nettoyé le ciel. Le Red Rock Range s'étendait sous un bleu cru, coupant les silhouettes comme au scalpel. La boue craquait sous les pas, l'air sentait la poudre humide. Frank ouvrit le portail en traînant un peu les pieds. La tempête de la veille avait emporté 2 panneaux et inondé les tranchées de tir. Il ne pensait pas que Léna reviendrait si vite. Pourtant, à 8 heures pile, son vieux pick-up bleu s'arrêta au bord du terrain. Elle descendit, veste militaire sur les épaules, cheveux tirés en queue basse, visage fermé. Aucune trace de fatigue, juste cette concentration absolue, comme si chaque jour recommençait à 0. « Tu reviens déjà ?» demanda Frank, un peu surpris. « J'ai encore des choses à mesurer, » répondit-elle simplement. Le soleil se levait à peine derrière les montagnes, et déjà le vent reprenait. Léna aimait ce moment, quand tout était encore silencieux, quand on pouvait entendre la terre respirer. Elle s'installa sur sa ligne habituelle, la 20. Son fusil semblait une extension naturelle de son corps. Vers 10 heures, les étudiants revinrent. Ethan, nerveux, dissimulait mal son agacement d'avoir été tourné en ridicule la veille. « T'as vu, elle est encore là, » souffla Ryan. « Ouais, » répondit Ethan, « je vais lui montrer que le hasard, ça tient pas 2 fois. » Leurs rires se perdirent dans le vent. Frank fronça les sourcils. Il n'aimait pas l'énergie du groupe aujourd'hui. Quelque chose avait changé. Moins de moqueries, plus d'électricité dans l'air. Ethan installa son fusil, dernier cri sur la table, vérifia 3 fois la lunette et commença une série. À 500 yards, il rata. À 600, il rata encore. Frank soupira. « Respire, gamin, respire. » Mais Ethan ne respirait plus. Il crispait la mâchoire, secouait la tête, cherchait des excuses. Vent irrégulier, cible déplacée. Il y a un truc qui cloche avec cette lunette. Frank leva les bras, exaspéré. « Bon sang, fiston, t'as changé de fusil 3 fois en 2 jours et t'as toujours pas touché une cible. » Le silence se fit. Les autres tireurs s'arrêtèrent. Carole sortit du bureau, intriguée. « C'est pas la peine de crier, Frank, » dit-elle doucement. Mais Frank était à bout. 15 tireurs s'étaient succédé depuis le matin. Aucun n'avait fait mieux que médiocre. Et c'est là qu'il lâcha la phrase, presque sans y penser. « Des snipers ici ? Parce qu'à ce rythme, même une grange à 20 mètres sans l'empomme serait un défi. » Les mots se répercutèrent dans l'air lourd. Un silence brusque tomba. Au fond du stand, Léna leva lentement les yeux. Elle posa sa tasse de café sur le sol, s'essuya les mains sur son jean et se leva. Tous la suivirent du regard. Frank sentit aussitôt qu'il avait dit ce qu'il ne fallait pas, mais il ne recula pas. Léna avança, tranquille,
chaque pas parfaitement mesuré, sans ostentation. « Je peux essayer » dit-elle d'une voix calme. Ethan se retourna, un sourire aux lèvres. « Ah, vous revoilà, la cowgirl du fond. Vous voulez montrer à tout le monde que votre tir d'hier n'était pas un coup de chance ?» Elle ne répondit pas. Elle déposa son étui sur la table, en sortit son vieux Remington 700. Le même fusil, le bois poli, la crosse un peu fendue, la sangle en cuir passée. Frank la regarda faire, intrigué par la précision de ses gestes. Chaque mouvement semblait issu d'un protocole invisible, appris et répété des milliers de fois. « Tu comptes tirer à quelle distance ?» demanda-t-il. « 4200 mètres. » Les mots tombèrent, net, le vent se figea. Les jeunes éclatèrent de rire. « Quoi ?» s'exclama Ethan. « T'as entendu, Frank, elle veut tirer à 4 kilomètres, on n'est pas à Fort Bragg ici. »« 4200, confirma Lena sans sourire. Dr. Hayes, arrivé silencieusement, s'était arrêté derrière elle. « Tu es sûr de ton calcul ?»« Oui, les conditions sont stables. Pression moyenne, dérive nord-ouest, j'ai fait le repérage ce matin. » Hayes échangea un regard avec Frank. « Elle sait ce qu'elle fait, » murmura-t-il. Frank soupira, prit ses clés et monta dans sa Jeep. « Très bien, j'ai un vieux cône orange à 4000 mètres. Je vais le poser sur la crête de la RGLE. »« 4250, corrigea Lena. Frank leva les yeux au ciel. « Très bien, 4250. » Ethan riait toujours, nerveusement. « Vous allez gaspiller une balle pour rien. À cette distance, même avec un .50, on n'a qu'une chance sur 100. Et encore. » Lena ajusta la lunette, l'œil calme. « Ce n'est pas la distance qui compte, c'est la cohérence entre le vent, la main et la respiration. » Hayes hocha la tête. « Elle parle comme un instructeur de Fort Dalton, murmura-t-il. « Fort Dalton ?» répéta Ryan intrigué, mais Lena ne répondit pas. Frank annonça dans le haut-parleur « Ligne 20, préparation à distance extrême. Tous les autres tireurs, rangez vos armes. » Les jeunes s'écartèrent, mi-curieux, mi-moqueurs. Lena posa sa joue sur la crosse, ajusta le bipied et prit une longue inspiration. Le vent soulevait la poussière à ses pieds. Hayes installa sa longue vue. Dérive 12 milles à l'heure, nord-ouest constant. Pas de turbulence thermique. Lena hocha la tête, sans quitter la lunette. Le silence tomba, lourd, total. Même Ethan, malgré lui, se tut. « Prête, » dit Hayes. « Toujours, » répondit-elle. Son doigt effleura la détente. Le temps sembla s'arrêter. Le tir partit. Le bruit du coup fendit la vallée comme un éclair sans lumière. Le souffle du fusil sembla vibrer jusque dans les côtes des spectateurs. Lena ne bougea pas. Elle suivait le mouvement invisible de la balle, calculant mentalement sa course. 3 secondes et 2 dixièmes. Une éternité suspendue dans le vent. Hayes, l'œil collé à sa longue vue, retint son souffle. Impact, poussière, attends. Puis à la radio, la voix de Frank grésilla. Cône touché. Je répète, cône touché à 4250 mètres. Un cri monta du groupe, puis le silence. Ce n'était pas une clameur d'excitation, mais une incrédulité pure, brute, presque religieuse. Les jeunes tireurs se regardaient sans comprendre. Ethan, livide, baissa lentement son fusil, comme s'il venait d'assister à quelque chose qui dépassait le sport. Lena, toujours à genoux, ne semblait pas surprise. Elle respira lentement, replaça la culasse, essuya une trace de condensation sur sa lunette, puis elle murmura « Correction de 0,4 milles à gauche ». Elle rechargea. Hayes la regarda, perplexe. « Tu veux recommencer ?» Toujours confirmé. Deuxième coup. Même geste, même rythme. Le tir résonna, plus sec. 3 secondes, la radio crépita. « Plein centre !» cria Frank. « Cône renversé. Je confirme, plein centre. » Le stand explosa. Chris sifflait, rire nerveux. Ryan tapa sur l'épaule de Zach, bouche bée. Ethan, lui, ne disait rien. Il fixait Lena avec un mélange d'admiration et d'humiliation qu'il ne savait pas gérer. Lena retira lentement son casque anti-bruit, rangea le chargeur et verrouilla la culasse. Elle n'affichait aucune émotion. Juste ce calme dense, presque solennel, d'une personne qui sait ce que coûte chaque réussite. Hayes s'approcha. Le souffle court. « Tu viens de battre n'importe quel record connu dans cet état. Et avec un Remington civil, ce n'est pas le fusil, murmura-t-elle. C'est la constance. » Ethan s'avança, cherchant ses mots. « Ce n'est pas possible. À cette distance, avec ce calibre, c'est de la folie. T'as dû... » « Non, coupa-t-elle doucement. J'ai dû respirer. »
Elle posa le fusil, se redressa lentement. Ses mains tremblaient à peine, mais Ace, lui, le remarqua. « Respire, Lena, dit-il à voix basse. « Je respire, docteur. Juste pas de la même façon que vous. » Frank arriva en courant, tenant le cône cabossé dans une main. Il le posa sur la table. Un trou net, propre, traversait le plastique. « T'as fait ça avec un vieux Remington. J'en ai vu des tireurs, mais ça, c'est autre chose. » Lena observa l'objet, puis détourna le regard. Ce n'était qu'un test, rien d'autre. Mais Ace sentit le poids de cette phrase. Il comprit que le tir n'était pas une démonstration, c'était une épreuve, une manière pour elle de mesurer si elle contrôlait encore quelque chose dans un monde devenu trop bruyant. Ethan, brisé dans son orgueil, tenta de reprendre contenance. « Alors quoi, tu veux nous dire que t'as appris ça toute seule, qu'on devient tireur d'élite en lisant des manuels ?»« J'ai appris ailleurs, » répondit-elle calmement, « là où on ne rate pas 2 fois. » Il voulut répondre, mais ses mots restèrent coincés. Ace posa sa main sur l'avant-bras de Lena, comme pour ancrer la scène dans la réalité. « Tu devrais t'asseoir un peu. Ce genre de concentration vide plus qu'il ne remplit. »« Non, » dit-elle doucement, « je vais bien. » Frank fit un signe à Carol pour qu'elle apporte de l'eau. Lena but lentement, sans lever les yeux. Les conversations reprirent, timides, confuses. Certains parlèrent de chance, d'autres de génie. Personne ne savait quoi penser d'elle. Ryan, le plus jeune, s'approcha timidement. « Madame Hart, c'était incroyable. »« Merci, » répondit-elle. « Mais ne dis jamais incroyable, dis calculé. »« Vous aviez calculé tout ça ?» Elle hocha la tête. La distance, la température, la dérive du vent, la densité de l'air, même la trajectoire du soleil. Ryan resta muet. Ethan, derrière lui, secoua la tête. « Tu veux dire que t'as fait tout ça dans ta tête ?»« Oui. Quand on ne peut pas se permettre d'échouer, on apprend à tout mesurer. » Ace croisa les bras, pensif. « Tu parles comme si tu avais vécu avec un carnet et une lunette toute ta vie. »« Pas toute ma vie, » répondit-elle, les yeux perdus vers la crête, seulement pendant celle qui comptait. Frank siffla entre ses dents. Et moi qui croyais avoir tout vu. Un vent plus fort se leva, balayant les papiers et la poussière. Le ciel reprenait des tons d'orage. La lumière changeait, dure, blanche. Lena ramassa le cône, le retourna entre ses doigts. « Vous voyez, dit-elle à Ethan, la balle ne ment jamais. Si elle va là où on veut, c'est qu'on l'a méritée. Sinon, elle vous rappelle que vous n'écoutez pas assez. » Le jeune homme la fixa, troublé. « Écoutez quoi ? » ?»« Le monde, le vent, vous-même. » Elle remit le cône sur la table et se détourna. Ace la suivit du regard, inquiet. Il savait que ce calme cachait quelque chose de plus sombre, cette manière qu'ont certains vétérans de chercher la paix dans des gestes qui rappellent la guerre. Frank tenta de détendre l'atmosphère. « Bon, je crois qu'on vient d'assister à un record officieux. On va accrocher ce cône dans le bureau, qu'on se souvienne de ce jour-là. » Mais Lena ne l'écoutait déjà plus. Son regard s'était arrêté sur la ligne d'horizon. Une silhouette venait d'apparaître près du grillage, immobile, observant la scène, trop loin pour distinguer le visage, mais assez pour qu'un frisson lui parcourt la nuque. Elle se redressa lentement, rangea son arme et s'éloigna sans un mot. Le tir venait de la libérer, mais il venait aussi de la trahir. Le vent s'était levé de nouveau, soulevant des tourbillons de poussière sur le parking du stand. Le soleil, déjà bas, frappait la tôle des abris de tir et faisait miroiter la vallée comme un miroir de cuivre. Les rires s'étaient tsalitus. Il ne restait que le bruit des voitures qui démarraient une à une, emportant les spectateurs du jour. Lena rangeait son matériel, méthodique. Elle essuyait chaque pièce avec un chiffon, inspectait les vis, alignait les douilles vides sur la table comme des témoins silencieux. Ace, un peu à l'écart, notait quelque chose dans son carnet. Frank, lui, n'en revenait toujours pas. « Je te jure, Sam, j'ai vu des types du corps des Marines de s'entraîner ici, des tireurs de concours, mais personne n'a fait ça. Pas avec un fusil civil, pas avec ce calme. » Ace hocha la tête. « C'est plus qu'une habitude, c'est une mémoire musculaire, une forme de survie. » Frank fit une pause, l'observant au loin. « Elle t'a déjà parlé de ce qu'elle a fait avant ?»« Pas directement. Mais elle a les réflexes d'un sniper entraîné, et ce genre de choses, tu ne l'apprends pas dans un ranch. » Ace se tut, conscient qu'il en disait déjà trop. Lena, à quelques centimètres, les entendait malgré tout.
Elle resta concentrée sur son fusil, mais ses épaules s'étaient légèrement tendues. C'est à ce moment qu'une voix grave, nouvelle, se fit entendre derrière eux. Impressionnant, vraiment. On m'avait dit que le Red Rock Range avait perdu de sa réputation, mais apparemment, il y reste encore des prodiges. Frank se retourna. Un homme approchait, costume beige, chapeau de feutre clair, sourire froid. La cinquantaine, le visage étroit, les yeux gris comme le métal d'un canon. Il se présenta avec une politesse étudiée. « Grant Bishop, je représente la Clearwater Development. » Frank ne répondit pas. Il connaissait ce nom. Tous ici le connaissaient. Bishop sortit une carte de visite qu'il tendit à Hayes, qui la laissa tomber dans sa poche sans un mot. « J'assistais à votre petite démonstration, » dit Bishop. « Difficile de ne pas être fasciné. Un tir pareil, ça attire l'attention. » Il se tourna vers Lena, dont le visage était redevenu parfaitement neutre. « Vous devez être mademoiselle Hart, du ranch sur la County Road 82, c'est ça ?» Elle ne confirma ni ne nia. « Vous avez l'œil, » répondit-elle calmement. Bishop sourit. « J'essaie. Vous savez, les nouvelles circulent vite ici. On parle d'une femme capable de toucher une cible à plus de 4 kilomètres. Ça excite la curiosité, surtout quand on apprend que cette femme possède un terrain juste à côté de notre futur projet immobilier. » Frank fit un pas en avant, sa voix basse mais ferme. « Ce terrain n'est pas à vendre, Bishop, tu le sais. »« Je pose seulement des questions, » répliqua-t-il avec un sourire poli. « C'est mon travail d'évaluer l'environnement, les propriétaires, les antécédents. » Lena se redressa lentement. « Les antécédents ne regardent personne, dit-elle. » Bishop s'approcha, baissant le ton. « Oh, mais si, quand une personne attire autant l'attention, il vaut mieux savoir d'où elle vient. J'ai entendu dire que vous aviez servi quelque part, mademoiselle Hart. Fort Dalton, c'est ça ?» Hayes se figea. Frank serra les poings. Lena, elle, ne bougea pas. « On dit beaucoup de choses, » répondit-elle simplement. Le sourire de Bishop s'élargit. « C'est vrai. Mais tout n'est pas faux. » Un silence tendu s'installa. On entendait au loin le moteur d'une Jeep s'éloigner dans le désert. Les grillons reprenaient leur chant, comme pour remplir l'air de quelque chose. « Vous savez, » poursuivit Bishop, « la Clearwater Development aime la transparence. Et il serait dommage qu'un projet si prometteur soit ralenti par des complications de voisinage. Votre grand-mère, Martha, est une femme respectable. Je la salue souvent à la messe. » Son ton se fit plus doux. Ce serait dommage qu'elle ait des soucis avec les taxes foncières, Fonti, ou que certaines inspections deviennent plus fréquentes. Ben Alvarez, qui venait d'arriver avec son pick-up, entendit la fin de la phrase. Grand, barbu, ancien d'Irak, il s'interposa aussitôt. « C'est une menace, Bishop, parce que moi, j'appelle ça du chantage. » Bishop recula d'un pas, levant les mains. « Pas du tout, monsieur Alvarez. Une simple discussion. Nous sommes tous voisins, après tout. » Lena posa la main sur l'avant-bras de Ben. « Laisse. » Elle se tourna vers Bishop. « Vous avez fait votre travail, monsieur Bishop. Vous avez vu ce que vous vouliez voir. Maintenant partez. » Bishop la fixa quelques secondes, puis hocha lentement la tête. « Très bien. Mais prenez garde, mademoiselle Hart. Le désert a ses oreilles. Et parfois, ce qu'on essaie d'enterrer finit toujours par remonter à la surface. » Il tourna les talons, rejoignit sa voiture et disparut dans un nuage de poussière. Ben lâcha un juron. « Ce type ne lâchera pas. Pierce veut ton terrain, Lena. C'est une question de semaines avant qu'il envoie des gens moins polis. »« Je sais, » répondit-elle. « Tu veux qu'on s'organise ?» Elle secoua la tête. « Pas encore. » Hayes s'approcha, grave. « Ce n'était pas une conversation, Lena. C'était une reconnaissance. On te jauge. »« Je sais, » murmura-t-elle. Il voulait confirmer que j'étais bien celle d'avant. Frank fronça les sourcils. « Celle d'avant ?» Elle le regarda, puis détourna les yeux. Peu importe. Elle referma la housse de son fusil, remit son chapeau et monta dans son pick-up. Avant de démarrer, elle ajouta simplement « Ghost est morte, elle n'existe plus. » Hayes, seul à comprendre, la suivit du regard. Les autres restèrent immobiles, le vent soulevant autour d'eux la poussière rouge du désert. Ghost. Le nom claquait dans l'air, comme un rappel d'un autre monde. Et alors que le vieux moteur du pick-up s'éloignait sur la route, Frank murmura « Si elle est vraiment morte, pourquoi j'ai l'impression qu'elle vient juste de se réveiller ?» Le soleil déclinait quand Lena quitta Red Rock Range.
La route vers le ranch serpentait entre les collines dorées et les plaines de genévrier où le vent s'accrochait comme un souffle ancien. Le ciel, immense, passait du bleu au cuivre avant de plonger dans le violet. C'était la même route qu'elle prenait enfant, assise sur le siège passager du vieux pick-up de son grand-père, quand il rentrait après une longue journée de travail. À cette époque, elle croyait que la terre ne pouvait pas mentir, qu'il suffisait de la cultiver pour qu'elle reste fidèle. Elle savait maintenant que même la terre, parfois, se vendait au plus offrant. Le panneau Art Ranch, depuis 1894, apparut à l'entrée, penché de travers, les lettres effacées par le temps. La maison se dressait au loin, grande bâtisse de bois clair et de briques, cernée de clôtures tordues et de champs que le vent peignait en vagues dorées. Elle coupa le moteur. Le silence tomba aussitôt, épais, plein d'oiseaux qui rentraient au nid. Sur le perron, une silhouette l'attendait, Martha Hart. Cheveux blancs noués à l'arrière, tablier de toile, dos droit malgré les ans. Une femme qu'on aurait crue fragile si on n'avait pas vu la dureté tranquille de son regard. « Tu rentres tard, dit-elle simplement. » La route était longue. Martha observa la poussière sur le pick-up, les cernes sous les yeux de sa petite fille. « Encore au stand ?» ?»« Oui. » Un silence s'installa. Leur dialogue était souvent ainsi, court, sobre, mais plein de sous-entendus que seules 2 générations de femmes endurcies pouvaient comprendre. Elles entrèrent dans la cuisine. L'air sentait le pain chaud et le bois brûlé. Sur la table, une lampe à pétrole éclairait un tas de papiers, des lettres, des enveloppes officielles, des dossiers marqués du sceau du comté. Léna s'arrêta net. « C'est encore eux ?» Martha hocha la tête. « Les avocats de Pierce. Ils ont laissé un message ce matin. Ils veulent reparler de l'offre. » « Quelle offre ? » ?»« Celle que j'ai déjà refusée 3 fois. Ils disent que c'est notre dernière chance avant qu'ils entament des démarches administratives. » Léna serra les poings. « Des menaces, encore. » »« Des promesses, plutôt. C'est comme ça qu'ils disent les menaces, maintenant. » Elle s'assit face à sa grand-mère, prit un des documents. « Clearwater Development. Transfert de propriété, compensation financière, c'est une mascarade. Ils ont envoyé un certain Bishop la semaine dernière. Un homme poli, trop poli. Il m'a dit qu'il voulait coopérer dans l'intérêt de la communauté. » Léna ferma les yeux. « Il est venu me voir aujourd'hui. » Martha ne sembla pas surprise. « Alors ils savent que c'est toi qui tires. » Léna hocha la tête. « Ils savent plus que ça, je crois. » Martha posa doucement sa main sur celle de sa petite fille. « Tu ne leur dois rien. Ni explication, ni excuse. Ce ranch t'appartient autant qu'à moi. Ton grand-père a versé sa sueur dans cette terre, et ton père aussi. S'ils veulent le prendre, ils devront le faire en plein jour. » Les mots étaient calmes, mais il y avait dans sa voix quelque chose d'inflexible, un ton qu'on ne discute pas. Léna sentit ses yeux brûler. Elle détourna le regard, prit le vieux fusil accroché au mur, celui du grand-père, un Winchester 30-30 poli par le temps. Elle vérifia la culasse, comme par réflexe. « Tu penses que j'exagère, dit-elle doucement, mais ils iront loin. Bishop n'était pas seul. Ils nous surveillent déjà. »« Alors on restera debout, répondit Martha. C'est tout ce qu'on peut faire. » Elles dînèrent en silence. Le feu crépitait dans le poêle, les grillons chantaient donc dehors. Par la fenêtre, on voyait les collines s'assombrir. Léna, assise face à la vitre, observait les ombres s'allonger dans les champs. Elle avait appris à reconnaître les formes du danger. Une voiture trop lente, une lumière trop fixe dans la nuit, une silhouette qui reste un peu trop longtemps au même endroit. Vers 23 heures, elle sortit. Le vent avait fraîchi, portant l'odeur des pins et de la pluie lointaine. Elle alla jusqu'à la clôture nord, là où la terre montait doucement avant la rivière. De là, on voyait tout le domaine, la maison, les écuries, les champs de foin. C'était sa ligne de tir, son territoire, son passé. Elle pensa à Bishop, à ses mots, le désert à ses oreilles. Elle pensa aussi à Ghost, ce nom qu'elle croyait avoir enterré, ce qu'il représentait. Ghost n'était pas une légende, c'était son nom de guerre, là-bas. Celui qu'on murmurait dans les radios quand elle prenait position dans les montagnes, quand elle couvrait une équipe, quand chaque tir comptait. Un nom qu'elle avait laissé derrière elle, ou du moins essayé. Elle se souvint de la dernière mission, de la poussière, du sang, du cri dans le casque, et du silence après. Un silence qui ne l'avait plus quitté depuis. Une lumière s'alluma dans le salon.
Martha, dans sa robe de nuit, se tenait dans l'embrasure de la porte. « Tu ne dors pas » demanda-t-elle. « Pas encore. Tu penses à lui ?»« À eux, » répondit Léna. « Tous ceux que j'ai laissés. » Martha hocha lentement la tête. « Alors pense aussi à ceux qui restent, à ceux qui comptent. » Elle referma la porte doucement. Léna resta dehors encore longtemps, le vent caressant son visage. Elle posa la main sur la crosse du Winchester. « Si vous revenez, » murmura-t-elle pour elle-même, « vous trouverez la terre prête à répondre. » Au loin, un bruit de moteur troubla la nuit, puis s'éteignit. Elle attendit. Rien. Juste le vent et les étoiles. Mais elle le sentait, quelque chose s'approchait. Pas encore visible, mais déjà là, dans l'air. La nuit tomba d'un seul coup, lourde, sans lune. Le vent avait changé de direction. Il soufflait du nord, froid et sec, portant l'odeur des herbes écrasées et de la rouille. Dans la maison, tout dormait. La lampe du couloir projetait une lueur dorée sur le bois et la respiration calme de Martha montait du salon. Mais Léna, elle, ne dormait pas. Allongée dans sa chambre, les mains croisées sur la poitrine, elle fixait le plafond. La pluie fine battait les vitres, régulière, monotone. Elle ferma les yeux et la pluie devint sable. Le vent se transforma en souffle brûlant. Dans sa tête, les coups de feu reprenaient, les cris étouffés, la radio saturée. Ghost, position confirmée. Nord-est, 700 mètres, un contact en mouvement. Le claquement du tir, puis le silence. Elle se réveilla en sursaut, le front couvert de sueur. Le tic-tac de l'horloge de chevet semblait trop fort. Dans le miroir, son propre regard la fixait, cerné, vide. Elle enfila un vieux pull, sortit sur le perron pieds nus. L'air froid la frappa. Presque comme une gifle. Le ciel était clair maintenant, les nuages dispersés. La lune réapparut, pâle et tranchante. La campagne dormait. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Elle sentit plus qu'elle ne vit la présence. Un moteur, au loin, ralentit, puis coupé. Léna éteignit la lampe du Porsche. Le silence s'épaissit. À la lisière du champ, 2 phares Weybillon s'éteintaient brièvement allumés, puis plus rien. Juste la trace d'un moteur chaud dans l'air froid. Elle resta immobile plusieurs minutes, le cœur lent, les sens tendus. Les grillons s'étaient tus, puis, au loin, un claquement. Portière refermée. Quelqu'un était là. Elle prit le Winchester derrière la porte, sans précipitation. Les réflexes revenaient, vérifier la chambre, compter mentalement, respirer. Elle avança jusqu'à la clôture, silencieuse, glissant dans la nuit comme une ombre parmi d'autres. Un projecteur se ralluma soudain au fond du pré, déclenché par le mouvement. 2 silhouettes se figèrent, surprises par la lumière. L'une d'elles jura « Bordel, éteins ça !» Puis le moteur redémarra et le pick-up fit demi-tour, s'enfonçant dans la poussière. Léna ne bougea pas tant que le bruit n'eut pas disparu complètement. Elle nota mentalement la plaque partielle qu'elle avait vue briller. KX41. Le reste effacé par la boue. Pas des inconnus. Des gens envoyés pour observer. Le lendemain matin, Ben Alvarez était déjà sur place, le visage fermé. « J'ai trouvé des traces de pneus près de la rivière. Ils ont tourné sur ton terrain, puis sont repartis vers le nord. Tu veux que je prévienne le shérif ?»« Non, répondit-elle, pas encore. Je veux savoir jusqu'où ils sont prêts à aller. » Ben soupira. « Tu joues à un jeu dangereux, Léna. Ces types ne sont pas des bureaucrates. »« Je sais, mais je ne veux pas d'un badge au milieu de tout ça. » Bishop s'en servirait pour dire qu'on cache quelque chose. Hayes arriva en fin de matinée, le front soucieux. « Frank m'a appelé. Il a entendu dire ici, il a entendu des rumeurs. On dit que Clearwater a embauché des consultants en sécurité, des anciens. »« Militaires ?» demanda Léna. « Pour certains, oui, des gens qu'on recrute pour convaincre discrètement. » Elle baissa la tête. « Alors ils savent qui je suis. » Hayes l'observa longuement. « Non, ils devinent. Et c'est déjà trop. » Ils s'assirent en rebours sur le banc du Porsche. Martha, à l'intérieur, préparait du thé. « Tu dors un peu ?» demanda le docteur. « Quand le vent se tait ?»« Et quand il souffle ?»« Je l'écoute. C'est tout ce qu'il me reste de l'autre côté. » Hayes hocha lentement la tête. « Tu sais, Léna, il y a des guerres qui ne s'arrêtent jamais. Celles qu'on ramène avec soi. » Elle tourna les yeux vers lui. « J'ai arrêté de me battre là-bas, Sam. Mais ici, c'est ma maison. Et je ne laisserai personne la prendre. » Un silence lourd suivit.
Le vent faisait craquer les planches du porche. Au loin, un chien aboya. Ace posa une main sur son épaule. « Si tu dois te battre encore, fais-le avec ta tête, pas avec ton passé. » Elle acquiesça, sans promettre. La nuit suivante, elle dormit encore moins. Elle fit un rêve différent. Une colline, une cible mouvante, la respiration courte. Mais cette fois, au moment de tirer, la lunette reflétait son propre visage. Elle se réveilla avec un cri étouffé. Dehors, le vent s'était remis à souffler. Une lampe s'alluma dans la cuisine. Martha apparut, inquiète. « Encore ces cauchemars ?» Lena hocha la tête. « Ils reviennent, comme avant. » Alors il est temps d'arrêter de fuir. Ces mots résonnèrent plus fort que prévu. Martha s'assit face à elle. « Tu crois que ton secret te protège. Mais c'est lui qui les attire. S'ils veulent la faire peur, c'est parce qu'ils savent que tu caches quelque chose. Montre-leur que tu n'as plus rien à cacher. » Lena resta silencieuse. « Tu veux dire parler ? Non, agir, à ta manière. » Elle comprit. Le lendemain, au lever du jour, elle se rendit dans la grange. Sous une bâche, dans une vieille malle, reposait un sac militaire vert olive. Elle le tira lentement. Dedans, un uniforme usé, une paire de gants tactiques, une lunette longue portée et un carnet de notes marqué « Ghost Delta 47 ». Lena resta immobile, la main sur la couverture du carnet. Le vent entra par la porte ouverte, soulevant un peu de poussière. Elle se sentit étrangement calme. Le passé n'était plus un poids, c'était un outil. Et quand elle referma la malle, ses yeux avaient changé. Ghost n'était plus un souvenir, c'était une promesse. Le matin suivant, le ciel avait la couleur de la cendre. Un vent lourd, chargé d'électricité, faisait trembler les clôtures du Hart Ranch. Lena se leva avant l'aube. Elle savait qu'il viendrait aujourd'hui. Les pressions, les menaces, les visites nocturnes, tout menait à ça. Elle prit le temps d'attacher ses cheveux, de lasser ses bottes, de verser le café brûlant dans un gobelet en fer. Sur la table, le vieux Winchester l'attendait, propre, chargé, posé à côté du carnet de notes de Ghost. Elle l'ouvrit une dernière fois, à la dernière page, une phrase qu'elle avait écrite autrefois, avant de disparaître des radars. « Chaque balle n'est pas une arme, c'est une décision. » Elle rangea le carnet dans sa veste et sortit. Le soleil perçait à peine les nuages, éclairant la vallée d'une lumière pâle et dure. Au loin, un nuage de poussière s'élevait sur la route. 3 véhicules noirs, pas de logo, pas de plaque visible. Martha l'observait depuis le perron. « Rentre à l'intérieur, grand-mère. Tu veux que je te laisse seule ? Juste pour un moment. » La vieille femme hésita, puis obéit sans un mot. Lena marcha vers la clôture nord, là où la terre devenait plus ferme. C'était son terrain, son repère. Le vent portait l'odeur de la pluie. Les pick-up s'arrêtèrent à une centaine de mètres. 4 hommes descendirent, costumes sombres, lunettes de soleil, démarche assurée. Au centre, Grant Bishop, impeccable, sourire tranquille. « Mademoiselle Hart, dit-il, vous savez pourquoi nous sommes ici. » Elle ne répondit pas. Il reprit plus fort. « La Clearwater Development ne souhaite pas de conflit. Nous avons une offre finale. Vous signez et tout rentre dans l'ordre. » « L'ordre, répéta-t-elle. Vous appelez ça comme ça maintenant ? Je vous appelle à la raison. Vous ne pouvez pas retenir un projet de cette envergure pour une poignée d'hectares poussiéreux. Elle fit un pas en avant. Ce n'est pas la poussière que je défends, c'est ce qui y repose. Bishop soupira. Vous pensez être une héroïne, mais vous n'êtes qu'un obstacle, et les obstacles, on finit toujours par les contourner. Un des hommes derrière lui posa la main sur son arme. Ce simple geste fit basculer l'air. Lena leva les yeux vers lui. « Si vous sortez ce pistolet, dit-elle doucement, assurez-vous de savoir à quoi vous tirez. » Bishop leva une main pour apaiser son garde. « Pas besoin de violence. On veut juste que tout ça se passe proprement. »« Proprement, répondit-elle. Comme vos visites nocturnes, comme vos menaces. »« Je n'ai menacé personne. »« Vous avez menacé ma grand-mère, dit-elle sans hausser le ton. Et vous avez envoyé des hommes sur mon terrain. Vous avez franchi la ligne. » Frank arriva à ce moment-là, son pick-up vieux mais rugissant, s'arrêtant dans un nuage de poussière. Il descendit, fusil de chasse sur l'épaule. « J'ai entendu dire que t'avais des invités, Lena. » Derrière lui, Ben Alvarez sortit à son tour, suivi de Hayes. 3 silhouettes, solides, immobiles. Une ligne discrète, mais claire. Bishop perdit un instant son assurance. « Vous comptez faire quoi ? Une petite rébellion rurale ?» Lena haussa les épaules.
Non, juste rappeler à ceux qui viennent d'ailleurs que cette terre n'est pas à vendre. Le vent se leva d'un coup, soulevant la poussière. Elle posa calmement la main sur la crosse du Winchester, pas pour viser, pour parler dans le langage qu'il comprendrait. « Je ne tire plus, dit-elle, mais je n'oublie rien, et je sais exactement jusqu'où je peux aller avant de franchir la ligne que vous avez déjà franchie. » Bishop la regarda un long moment, puis rit nerveusement. « Vous pensez me faire peur avec ça ? » ?»« Non, dit-elle. Je veux juste que vous me croyiez. » Le silence qui suivit pesa plus qu'une menace. Hayes fit un pas, voix basse. « Monsieur Bishop, quittez ce terrain, maintenant. » Les hommes échangèrent un regard. L'un d'eux, mal à l'aise, recula déjà vers le véhicule. Bishop hésita encore, puis finit par tourner les talons. « Vous venez de perdre votre dernière chance, lança-t-il. « Non, répondit Lena, vous venez de perdre la vôtre. » Les pick-up s'éloignèrent lentement, soulevant un dernier nuage de poussière avant de disparaître au tournant. Le silence retomba. Frank cracha dans le sable. « Je crois qu'ils reviendront. »« Peut-être, » dit Lena, « mais ils réfléchiront avant d'approcher sans lumière. » Martha sortit alors de la maison, essuyant ses mains sur son tablier. « Tu n'as pas tiré ?»« Non. »« Alors tu as gagné. » Lena hocha lentement la tête. Le vent s'était calmé. Les oiseaux recommençaient à chanter dans les arbres. Hayes posa sa main sur son épaule. Ghost aurait tiré. Elle répondit sans le regarder. C'est pour ça que c'est Lena Hart qui est restée. Un sourire presque imperceptible traversa le visage du vieux médecin. Ils restèrent là, tous les quatre, à regarder le soleil percer les nuages, éclairant la vallée. Le danger s'était éloigné, mais Lena savait que ce n'était qu'une trêve. Le désert avait bonne mémoire, et les hommes comme Bishop ne reculaient jamais longtemps. Pourtant, ce matin-là, le ranch respirait de nouveau. Elle rangea le fusil dans la grange, ferma la porte et resta un moment dans l'ombre, écoutant le vent glisser entre les planches. Le silence lui parut différent, moins vide, presque apaisé. Avant de sortir, elle posa la main sur la vieille malle verte et murmura « Merci Ghost, c'est bon maintenant. » Puis elle franchit la porte, accueillie par la lumière. Certains êtres, pensa-t-elle, ne cessent jamais d'être des armes. Leur seul vrai choix, c'est de décider qui les manie. Et ce jour-là, elle avait enfin choisi.